Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, où nous nous demanderons comment développer l'ISR dans le contexte actuel. Nous aurons le plaisir d'accueillir dans un instant sur le plateau Marie Laseigneur, directrice investissement durable chez Crédit Mutuel Asset Management. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous ferons le point avec deux professionnels de la gestion de patrimoine sur les 6 premiers mois de l'année 2025, avec les nombreuses actualités patrimoniales que l'on a pu vivre sur ces 6 premiers mois. Nous ferons un premier bilan avec Guillaume Serrault, président de Alikis Conseil, mais aussi avec Marc Faber, associé chez LGF Patrimoine. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous aurons le plaisir d'accueillir Rachel de Valicourt, directrice du pôle Premium CGP, avec qui nous ferons un point sur la concentration à l'œuvre dans le secteur aujourd'hui, mais aussi les différents modèles de regroupement qui peuvent exister. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment développer l'ISR dans le contexte actuel, ou l'ISR peut-il encore se développer dans le contexte actuel? C'est le sujet qui va nous animer dans Investir responsable. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Marie Laseigneur. Bonjour Marie Laseigneur. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice investissement durable chez Crédit Mutuel Asset Management. Alors c'est vrai que si on se pose cette question, c'est parce que l'ISR, l'investissement durable, fait face aujourd'hui à un certain nombre de vents contraires, Marie Laseigneur. Oui, en effet, on a plusieurs tendances aujourd'hui dans un contexte macroéconomique dégradé qui viennent malheureusement affaiblir les flux et la tendance sur l'investissement durable. Mais avant tout ça, j'aimerais vous parler d'une étude qui a récemment été publiée sur 130 000 personnes dans 125 pays, qui représente 96% des émissions mondiales et 96% du PIB. D'accord. Et sur ces personnes interrogées, 89% jugent l'action climatique insuffisante. D'accord. 69% seraient prêtes à mobiliser 1% de leurs revenus vers une action politique climatique plus forte. Force est de constater que dans notre illusion collective, et donc en fait le fait qu'on sous-estime la capacité de l'autre à aussi agir dans les mêmes intentions que soi, on a une action politique insuffisante. Et pourquoi ? Parce que le climat est politisé. On l'a vu particulièrement sur ces dernières années, particulièrement aux États-Unis. Et cette politisation va opposer sur un sujet qui nous concerne tous devant une catastrophe uniforme d'une certaine manière. Aux US, par exemple, dans le contexte où on a donc Donald Trump au pouvoir, l'université d'Yale a publié une étude qui a sondé, en fait, vous regardez la carte sur l'étude, c'est agnostique des États, s'ils sont démocrates ou républicains. D'accord. Et vous voyez que 63% des Américains sont inquiets du changement climatique, 72% constatent qu'il est déjà en train de se passer, et pour autant, seulement 28% d'entre eux en entendent parler dans les médias au moins une fois par semaine. Donc ça vous montre bien l'instrumentalisation du climat à usage politique qui ralentit, et évidemment, dans un contexte macro qui est dégradé, avec une inflation persistante, des taux élevés, un ralentissement économique qui fait qu'on priorise l'urgence sociale, naturellement, aux investissements de long terme, que ce soit dans les politiques publiques ou dans les investissements privés. Donc aujourd'hui, à ça s'ajoute le ralentissement et l'effet tarif. Oui. Qui pèse sur les sociétés. Je ne sais pas si vous avez vu le Fed Beige Book qui est publié en juin et qui montre qu'il y a une incertitude généralisée sur les entreprises américaines. Bien sûr. Et donc ça concerne aussi celles qui œuvrent pour la transition énergétique? Ah oui, elles sont toutes, puisque finalement les investissements dans la transition, ça vient de l'industrie, n'importe quel bord. Et on voit là qu'il y a une pression sur les marges et qu'il y a un ralentissement qui est envisagé sur les embauches et sur les investissements. Et en France, la BPI a en mai 2025 réalisé une étude sur notre tissu PME-TPE. Et on voit que sur 44% de nos PME qui sont exposées en termes de revenus aux États-Unis, 35% considèrent qu'elles vont avoir un affaissement de leur marge et 30% réfléchissent à réorienter leurs exports. Donc ça vous montre que le sentiment il est difficile et que c'est le coût du capital qui a augmenté par le contexte fait qu'on a un danger sur les capex de transition. Et au milieu de tout ça, il y a un choc, un réveil sur la compétitivité européenne qui est nécessaire, peut-être, sur notre industrialisation, notre compétitivité, qui a fait que la Commission européenne a décidé vous l'avez suivi, de secouer un petit peu tous les lourdeurs réglementaires qui peuvent peser sur les entreprises. Et dans ce cadre-là, l'incertitude réglementaire autour notamment de la CSRD, donc la directive sur la transparence de durabilité pour les entreprises, a pour vocation de simplifier l'impact pour les entreprises, mais en fait, elle court le risque de déréguler en sortant du scope 80% des entreprises qui étaient initialement concernées.
Et en plus de ça, on a vu des flux sur les fonds durables qui se sont affaiblis cette année. On a l'impression, quand on regarde effectivement la big picture que vous venez de décrire, que le moment fonds durables, le moment ISR est un petit peu derrière nous. Est-ce que c'est une lecture trompeuse? Est-ce qu'il faut regarder un petit peu plus en détail, Marie Laseigneur? Donc en effet, vous citez les flux sortants, donc ils viennent à 75% quand même des États-Unis, donc gestionnaires d'actifs ou les asset owners, devant le risque juridique que Trump leur impose. Mais ce qu'il faut regarder et ce qu'il faut retenir, c'est que la notion de durabilité, elle est évolutive. Ce qui était fonds durable il y a même 4 mois de ça ne l'est plus forcément, puisque depuis, la directive fund naming de l'ESMA est rentrée en vigueur le 21 mai 2025, et on a vu un nombre de fonds conséquents sortir le ESG, la durabilité de leur nom. Donc peut-être c'était pas inscrit au cœur de leur stratégie. Ça va peut-être permettre de créer un peu plus d'homogénéité dans un univers de fonds qui était très hétérogène. Et en plus de cela, attention, il y a la refonte des CFDR qui arrive en fin d'année 2025. Qui dit refonte des CFDR dit de revoir les préférences de durabilité. De toute façon, on sait que c'est un enjeu. Aujourd'hui, la lourdeur administrative fait que ça n'arrive pas au client final. Et donc, dans ce sens-là, attention avec cette définition. De toute façon, le périmètre de fonds est en train de changer. Est-ce qu'il existe des forces de rappel aujourd'hui dans le contexte que vous nous décrivez, Marie Laseigneur? Heureusement. Heureusement. Oui. Il y a quand même des choses qui continuent à avancer dans le sens de la durabilité? Moi, personnellement, je suis optimiste et humaniste, donc j'y crois. Mais en fait, on peut tout simplement constater qu'on est dans une ère de l'électrification qui est poussée par la croissance rapide des besoins en mobilité, en refroidissement, réponse aux catastrophes naturelles, data center, IA. Rien que ça fait que, alors qu'il y a 10 ans, on avait 30% d'investissements vers les combustibles fossiles, des investissements vers les combustibles fossiles qui étaient 30% supérieurs à l'électrification. Le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui est sorti nous montre qu'on a 2 fois plus d'investissements aujourd'hui vers l'électricité, les énergies vertes et les carburants à faible émission. C'est 2200 milliards de dollars versus 1100 milliards vers les combustibles fossiles. Et ça, ce sera pour l'année 2025. D'accord. 1100 milliards de dollars d'investissement vers les combustibles fossiles. Retenez-le bien, parce que pas très loin, on a 955 milliards de dollars. C'est les coûts liés aux catastrophes naturelles aux États-Unis sur les 12 derniers mois jusqu'à avril. Et ça se traduit comment? En fait, ça vient du fait que les primes sur les habitations et les coûts liés aux sinistres et dommages, du coup qu'on réinvestit dans l'économie en réparation, eux ont doublé entre 2017 et 2024. Et ça, c'est des forces de rappel qui passent pas inaperçues même auprès des banques centrales et des superviseurs, puisque le capital naturel au sens large, donc climat, eau, sol, biodiversité, sont maintenant des risques financiers identifiés dans les stress tests des institutions financières. Il y a un mot qu'on prononce beaucoup également, Marie Laseigneur, alors plus en lien avec l'industrie de la défense, mais c'est le mot souveraineté, mais il y a aussi un sujet de souveraineté énergétique. Est-ce que là, ça peut constituer aussi une force de rappel? Oui, oui, heureusement. Et c'est un débat qui est difficile parce qu'on a trop vite polarisé en fait, la notion de souveraineté avec la notion de décarbonation. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, que l'enjeu premier de la France, de l'Europe, c'est sa réindustrialisation, c'est la réduction de ses dépendances en matériaux critiques, notamment dans un monde où on a des enjeux politiques croissants, et la sécurisation de son énergie et de son industrie. Et pour ça, la Commission européenne a proposé le Clean Industrial Act. Et d'ailleurs, jeudi dernier, le Parlement a voté, le 19 juin, la Banque de décarbonation industrielle et le plan pour une énergie abordable. Donc, tout ça, c'est un allègement réglementaire. On a 100 milliards qui sont mobilisés vers ces technologies-là. Et le cœur de cette proposition, c'est vraiment allier décarbonation avec compétitivité. Pour conclure, Marie Laseigneur, comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à développer l'investissement durable dans le contexte qu'on vient de donner aujourd'hui? Ne pas sous-estimer une lame de fond qui existe aujourd'hui sur le comportement des nouveaux consommateurs, leur comportement d'épargne financière et les choix et les intentions qu'ils ont quand ils placent cette épargne. Alors, on a toujours des sujets, particulièrement en France, d'inclusion financière. On a 30% des Français qui n'épargnent pas. Pour autant, quand on regarde un petit peu plus dans les détails des générations et de leur comportement, la génération Y investit environ 20% de son épargne, 2023. Ce qui est un peu plus que les millennials, ce qui est un peu plus que la génération X, ce qui est plus que les boomers. En Europe, on est autour de 12%. Cette épargne, ensuite, elle n'est pas forcément transformée en investissement. Notamment en France, on sait qu'on a 18% d'épargne et que finalement, quand l'immobilier est mort, on s'assoit dessus. Mais quand on regarde les comportements à l'intérieur de cette épargne financière, je vous recommande une étude de la Fondation Jean Jaurès qui a été réalisée sur 200 000 épargnants français de la France mutualiste. Et là-dessus, on constate que 24% des Français ont choisi un support d'investissement durable. Et quand on creuse et qu'on regarde la génération des 18-24 ans, 72 ou 75% d'entre eux
jugent le risque climatique comme une priorité majeure. Et pour autant, 60% de ces épargnants nous disent « je ne suis pas capable d'identifier les avantages ou les inconvénients des supports d'investissement durable ». Donc là, qu'est-ce qu'on touche ? On touche l'étranglement autour de l'intention qui n'est pas transformée en impact réel dans notre économie. Et en réconciliant, une fois qu'on arrive à réconcilier ça, et peut-être avec la simplification des CFDR et préférences de durabilité, on peut débloquer une masse de flux pour les années à venir. Merci beaucoup Marie Laseigneur de nous avoir accompagnés dans Investir Responsable. Je rappelle que vous êtes directrice investissement durable chez Crédit Mutuel Asset Management. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons tenter de faire un premier bilan à 6 mois de la situation du secteur de la gestion de patrimoine, ou en tout cas des convictions qu'on peut avoir en matière de gestion de patrimoine en 2025. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Serrault. Bonjour Guillaume Serrault. Bonjour. Vous êtes président de Alikis Conseil. On a le plaisir d'être également accompagné de Marc Faber. Bonjour Marc Faber. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé chez LGF Patrimoine. Alors messieurs, si j'ai voulu faire cette émission un petit peu de bilan à 6 mois, c'est parce que l'année 2025 a quand même été marquée par un mot, l'incertitude, incertitude fiscale, en début d'année ou en fin d'année dernière, incertitude géopolitique, incertitude économique. On a vu effectivement l'impact aussi toujours du coût du crédit sur le marché de l'immobilier. On en vient à se demander effectivement s'il y a, quand on est comme vous, des professionnels de la gestion de patrimoine qui devaient avoir des convictions vis-à-vis des clients que vous accompagnez, s'il y a un endroit où on peut avoir une conviction, il y a peut-être l'or, effectivement, on en reparlera, ça semblerait être la conviction d'un certain nombre de professionnels à l'heure actuelle. Mais première question, peut-être pour vous, Guillaume Serrault, et ensuite Marc Faber, très ouverte. La même question pour les deux, c'est à 6 mois, comment est-ce que vous analysez ce début d'année quand il faut accompagner des gens dans la structuration et la gestion de leur patrimoine ? La première chose, je pense que l'environnement, quel qu'il soit, il est bourré d'incertitudes. Le premier que j'ai en tête, c'est depuis quelques mois l'environnement politique qui a quand même des impacts sur l'environnement fiscal. On pouvait penser que depuis quelques années, il y avait une certaine stabilité, en tout cas sur le plan fiscal, et avec ce qui s'est passé sur le plan politique, il y a beaucoup de sujets qui reviennent et probablement beaucoup d'incertitudes. Donc je pense que sur tout type d'organisation patrimoniale, il faut s'assurer d'une certaine souplesse, d'une certaine flexibilité pour pouvoir aménager, le cas échéant, en cas d'une nouvelle loi de finances, toute l'organisation patrimoniale, qu'on apporte beaucoup de souplesse à tout ça et beaucoup de flexibilité. Sur le sujet fiscal, avant de poser la même question à Marc Faber, mais il faut s'attendre en 2026, quand on est professionnel de la gestion de patrimoine, à se dire, bon, il y a des choses qui vont changer, ou en tout cas, je ne sais pas où ça va changer, mais il est possible que ça évolue. La stabilité fiscale qu'on a connue les années précédentes, elle est derrière nous aujourd'hui ? Oui, on peut avoir un autre maniement, on peut avoir une loi de finances qui vient tout remettre à place ce qui a été fait. Donc moi, je pense que dans une bonne organisation patrimoniale, dans le contexte actuel, avoir beaucoup de souplesse et de ne pas figer les stratégies patrimoniales, quelles qu'elles soient. Marc Faber, même question depuis le début de l'année, ça fait 6 mois, qu'est-ce qui vous a marqué ? Est-ce que le terme incertitude est celui qui résume le mieux la manière dont on a traversé ces 6 premiers mois de l'année ? Je pense que ça vient d'être bien expliqué. C'est manifestement, le mot, c'est l'incertitude. Incertitude d'abord géopolitique qui inquiète pas mal de nos clients et qui inquiète, je pense, à peu près tout le monde. Incertitude fiscale, pas pour l'instant. Ça a été fait tellement tardivement, cette loi fiscale, que ça n'a pas changé grand-chose. En revanche, si on se penche pour le futur, le gouvernement est un petit peu déstabilisé, et c'est peut-être un petit mot de dire qu'il est un petit peu déstabilisé. On a vu qu'il y a quelques soucis avec la retraite et que tout le monde est tenté d'en changer. Néanmoins, on sait que la prochaine échéance, c'est 2027. On sait également que la dette est relativement élevée, donc il est sans doute plus facile de trouver des moyens chez ceux qu'on suppose avoir un peu d'argent pour faire non pas une taxation complémentaire, mais faire un effort complémentaire. Donc, je reviens sur le mot flexibilité qui a été dit. C'est vrai qu'il faut que l'épargne que l'on puisse gérer soit à la fois flexible, à la fois adaptative, parce que on a déjà traversé des moments relativement compliqués, on va en traverser d'autres. Et jusqu'à présent, nos conseils ont toujours permis de faire quelque chose et de satisfaire les clients. Parmi les moments compliqués, ou en tout cas qui rajoutent de l'incertitude, il y a le sujet droits de douane et impact des droits de douane décidés par les États-Unis sur les économies mondiales, et notamment l'économie européenne, avec quand même aussi ce constat que les marchés actions européens surperforment les marchés américains, mais le tout dans un contexte qui peut changer à tout moment et dont on a du mal à comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Comment est-ce qu'on accompagne ces clients sur les marchés actions, Marc Faber ? Alors, ça va vous étonner, mais nous, depuis septembre de l'année dernière, on a repositionné une partie de nos clients sur les actions européennes, et entre autres sur les petites et moyennes valeurs. D'accord. Parce que
On considérait qu'elles avaient largement été discriminées, on va dire, depuis assez longtemps. Autre élément aussi qui nous intéresse, c'est les fameux long short, les produits long short qui permettent aussi d'atténuer les secousses boursières. Mais déjà, ce qu'on regarde, c'est quel pourrait être l'impact de ces tarifs douaniers sur l'ensemble de l'économie internationale et bien sûr, sur nos propres sociétés ou sur les sociétés qui sont proches de nous européennes. Les grandes entreprises, bien sûr, vont commencer à souffrir, mais elles ont également d'autres moyens de pression. Donc, dans un premier temps, c'est négatif, mais dans un deuxième temps, ça peut devenir positif. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus négliger l'ensemble des segments de la cote. L'autre partie, ce sont les petites et moyennes valeurs qui sont beaucoup moins tournées vers l'exportation. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier non plus que l'Europe est une grande zone, est une zone d'inter-échange, et qu'il ne faut pas forcément jeter toujours le bébé avec la baignoire et l'eau du bain, je dirais. Est-ce qu'en matière de gestion de patrimoine, il y a un avant et après 9 juillet ou pas forcément, où on réfléchit que de toute façon à plus long terme et ce n'est pas le court terme qui va changer quelque chose? Le court terme aura de toute manière un impact, parce que si M. Donald Trump ressort avec son tableau avec le Liberation Day, il est évident que nous allons avoir quelques surprises sur les marchés financiers, et ça sera certainement une nouvelle opportunité, parce que si on regarde bien, j'avais dit la première fois qu'il fallait regarder comment cela va se passer aux États-Unis. En définitive, c'est le marché aux États-Unis qui fera le marché ailleurs. Si les taux d'intérêt se tendent aux États-Unis, Donald Trump fera forcément une marche arrière. Donc la première chose à regarder, c'est comment les États-Unis vont accepter la nouvelle loi des tarifications qui va sortir le 9 juillet. Guillaume Serrault, même question, quand on doit accompagner ses clients sur les marchés européens, sur les marchés actions, sur les marchés européens ou États-Unis, mais aussi parfois sur les marchés obligataires. Alors on reste souple, on reste flexible, vous l'avez dit, mais il faut quand même proposer à un moment des solutions d'investissement dont on estime que ça peut quand même marcher à court, moyen ou long terme. Comment est-ce qu'on fait? Quelle est la stratégie chez Alikis Conseil? Déjà, la première des choses, chaque personne, entre guillemets, est assez différente, et on parle souvent de profil d'investisseur. Alors, ça veut dire ce que c'est, mais il y a l'effet psychologique, effectivement, de chacun. Donc, ça dépend de l'âge, et puis tout simplement du tempérament. Certains, si voient les marchés baisser de 2%, vont avoir du mal à s'endormir, alors que d'autres... ça va rien de leur faire. Bien sûr. Donc ça, c'est quand même un point important, et ça en termes de relations clients, c'est d'avoir une très forte connaissance, bien sûr, du patrimoine de la personne, mais aussi de sa sensibilité aux effets marchés. À partir de là, on va pouvoir construire une stratégie qui va avoir du sens et qui va être complètement en adéquation, pour reprendre les termes réglementaires, avec le client. Pour reprendre ce que disait Marc, sur les marchés européens, moi, je pense qu'il y a aussi un effet un peu rattrapage par rapport aux dernières années, par rapport au marché américain. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui, on va dire, qui a un profil plutôt équilibré, s'écarter complètement des actions quand on est dans une projection long terme, puisque les marchés actions, par définition, à moins de faire du trading très court terme, c'est quand même un horizon long. Donc après, c'est quelle stratégie on met en place pour avoir effectivement la meilleure performance possible. Dans un environnement avec plein d'incertitudes, avec probablement des effets marchés qui vont impacter les semaines ou les mois qui viennent, c'est d'avoir peut-être une entrée progressive sur les marchés actions, avoir quand même une partie européenne et une partie américaine, puisque le marché américain, notamment les technos, ont quand même un peu souffert ces derniers temps. Donc, moi, je privilégie assez les stratégies d'entrée progressive sur les marchés. Pour lisser les points d'entrée. Pour lisser les points d'entrée. Je pense qu'aucun CGP, aucun gérant de fonds ne sait à quel moment on est au point le plus haut et au point le plus bas. On a beau le dire, mais je pense qu'une stratégie, et ça se voit historiquement, on va avoir une entrée progressive sur les marchés. Ça a effectivement beaucoup de sens en termes de protection des avoirs, en termes de vraie stratégie long terme sur les marchés actions. Ce qu'on peut faire également aussi aujourd'hui, c'est de s'intéresser, d'aller chercher aussi des produits structurés qui ont du sens. Alors, produits structurés, on peut tout faire, donc on peut aussi faire n'importe quoi, mais on peut aussi faire des choses qui sont pertinentes. Avec les niveaux de taux qui sont ce qu'ils sont depuis quelques mois, on peut quand même trouver des solutions avec du capital garanti pour les profils les plus prudents, et des produits structurés qui vont permettre une protection du capital importante, très importante, également une protection de revenus, ce qu'on va appeler une protection des coupons. On va pouvoir aussi optimiser le point d'entrée, ce qu'on va appeler best strike. Donc il y a des vraies stratégies à avoir sur la partie marché action et sur des produits structurés qu'on va pouvoir construire pour les clients.
Est-ce qu'on met, Marc Faber, de l'or dans tous les portefeuilles à l'heure actuelle parce que effectivement c'est une valeur refuge, un actif décorrélé, puis surtout un actif qui performe quand même plutôt bien dans le contexte qu'on vient de décrire? Alors, question délicate, ça va toujours dépendre, bien sûr, et on vient de le définir, des clients, parce que chaque client est un profil différent. Également de l'âge de nos clients, parce qu'on s'aperçoit quand même que l'or, c'est assez générationnel. Des clients qui sont plus tournés vers mon âge sont toujours plus sensibles que des clients qui sont tournés vers quelqu'un qui a une trentaine d'années déjà. L'or, il faut bien se rendre compte que c'est un actif peut-être sécuritaire, mais qui ne rapporte rien. Donc, on ne mise d'abord que sur la plus-value que ceci peut générer. Bien sûr. Évidemment, l'or est attractif. Pourquoi en ce moment? Pour la principale raison, c'est que il y a un petit combat géopolitique qui fait que certaines banques centrales, ou disons certains pays et dont dépendent ces banques centrales, décident d'acheter moins de dollars, ou plutôt alors soit moins de dollars en termes de réserve de change, soit moins de dollars en termes bien sûr d'emprunt d'État, et se tournent plus vers l'or. Et c'est ce qui explique que l'or a pas mal monté ces derniers temps. Il est probable. C'est important de l'expliquer. C'est pourquoi ça monte, parce que les banques centrales, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, achètent de l'or régulièrement, et là encore plus à l'heure actuelle. Donc il y a des acheteurs sur le marché, des gros acheteurs sur le marché à l'heure actuelle. Et même certaines banques centrales, puisque la Pologne fait partie des gros acheteurs de l'or en 2024. Donc il est probable que ce mouvement continue encore un petit peu. Donc avoir de l'or, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, mais en avoir beaucoup, ça me paraît une mauvaise idée en revanche. Quelques pourcents, oui, si on veut se stabiliser et se donner l'opportunité éventuellement de faire des gains si l'inflation revient du fait des droits de douane, sans doute. Maintenant, c'est vrai que l'or a quand même pris une vingtaine de pourcents depuis le début de l'année. Il a fait pareil l'année dernière. C'est déjà beaucoup. Il y a peut-être d'autres opportunités et d'autres possibilités à présenter à nos clients. Guillaume Serrault, alors rapidement, désolé parce que le temps s'écoule, mais un mot quand même sur l'immobilier. On entend et on lit beaucoup qu'il n'y a pas suffisamment d'incitation aujourd'hui à l'immobilier locatif. Est-ce qu'il faut regarder quand même dans le contexte qu'on a pu connaître de taux de crédit élevés, d'immobilier qui a été effectivement à la traîne il y a encore quelques mois? Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on regarde, une autre valeur refuge par exemple, ou au contraire il faut y aller avec prudence? Je pense que déjà, l'immobilier, alors c'est quand même un côté très attractif pour les Français. Si on prend la population anglo-saxonne et la population française, les Français sont quand même beaucoup plus attirés par l'immobilier. Et je pense quand même ils ont été habitués à ce que l'immobilier ne perde pas de l'argent. Je pense que c'est rentré dans la tête de beaucoup de personnes, alors que ce n'est pas vrai. On l'a vu dernièrement, on l'a vu sur la pierre papier, on l'a vu sur les actifs physiques tangibles. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une vraie stratégie, être extrêmement pertinent, faire attention à tout ce qu'on a pu voir sur des programmes fiscaux qui parfois, certes, faisaient bénéficier à l'investisseur d'avantages fiscaux, mais parfois à des prix qui étaient vraiment très élevés par rapport à la qualité de l'actif et à l'emplacement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a forcément, mais comme à toute période, des opportunités d'aller acquérir des biens immobiliers. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur l'emplacement, sur le prix, tout simplement. Donc, en direct, toujours, ou pas forcément? En direct ou à travers de la pierre papier, même si aujourd'hui, je pense que certains disent que la crise de la pierre papier est passée. Je ne suis pas certain, puisque quand même la crise est quand même relativement récente. Et l'immobilier, mais comme les actions, c'est des marchés qui sont longs. Et quand il y a une crise, on n'a pas un rebasculement très fort sur cette partie-là. Donc je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et avoir une stratégie prudente. L'immobilier, on peut perdre de l'argent, on peut perdre beaucoup d'argent, comme sur toute autre classe d'actifs. Merci messieurs, merci Guillaume Serrault, président d'Alekis Conseil, merci Marc Faber, associé de LGF Patrimoine, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Dans un contexte de concentration du marché des CGP, quels sont les différents modèles qui coexistent? C'est la question qui va nous animer dans l'œil de l'expert, et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Rachel de Valicourt. Bonjour Rachel de Valicourt. Bonjour. Vous êtes directrice générale du pôle Premium CGP. Alors, première question, effectivement, le sujet de la concentration du marché des CGP, ça fait plusieurs années que ça existe. C'est toujours une réalité à l'heure actuelle. Mais quels sont les différents modèles qui existent, coexistent? C'est-à-dire que quand un groupe rachète un cabinet de conseiller en gestion de patrimoine, ça ne se passe pas toujours de la même manière? Alors, pas toujours. Déjà, peut-être un petit recul. Le marché de consolidation, il a commencé après la pandémie. Déjà, il y avait de l'inflation réglementaire, les conseillers devaient se renouveler un petit peu. Vous savez, en France, il y a à peu près 450 000 banquiers pour 5 000 CGP. C'est un marché qui est assez fragmenté.
pour autant pluridisciplinaire, avec une clientèle très fidèle, mais il fallait se réinventer, innover et puis faire face justement à cette inflation réglementaire. Donc à partir de la pandémie, ça s'est accéléré et plusieurs groupes ont émergé avec effectivement, comme vous le dites, des propositions de valeur. Donc vous avez des modèles totalement intégratifs. Donc vous rejoignez un groupe qui vous consolide, qui vous apporte différentes choses, de l'assistance réglementaire, patrimoniale, logistique, Bien sûr, financière. Et puis vous avez le groupe Premium, par exemple, qui porte un modèle de valeur un peu différent. Nous, on fait des acteurs régionaux. On leur permet de se consolider sur leur territoire, d'accord. en consolidant eux-mêmes des acteurs locaux pour se renforcer et de façon complètement entrepreneuriale, puisque nous, on souhaite s'adosser à des entrepreneurs qui veulent doubler ou tripler de taille en 5 ans, grâce, si vous voulez, à la force du groupe Premium. Et puis, vous savez que nous sommes accompagnés par 3 actionnaires de référence, Bien sûr. Oui. Montefiore, Raseo et Blackstone, qui nous aident dans ce développement. Ce que vous dites, si je comprends bien, c'est que l'idée n'est pas d'avoir une seule marque unique, mais de créer en fait des groupes régionaux quelque part, ou en tout cas des consolidations régionales. Vous avez déjà des acteurs qui ont une notoriété forte en local. Nous, on s'est appuyé sur des noms, des gens qui avaient déjà des cabinets qui existaient depuis de nombreuses années. Ils sont connus, reconnus de leur marché, de leurs Bien sûr, clients. ils ont un historique. Exactement. Et vous avez d'autres petits acteurs locaux. Alors, quand je dis petits, c'est même pas une question de taille, mais des gens qui avaient envie aussi de s'agréger, rester régionaux. Et donc, c'est exactement ce qu'on propose. Donc, nous, on prend effectivement des prises de participation majoritaires, mais on accompagne des entrepreneurs pour une D'accord. nouvelle proposition de valeur. Il y a une histoire entrepreneuriale derrière aussi, parce qu'effectivement, il y a l'idée de faire grossir ensuite la clientèle, mais aussi l'entreprise au niveau local. Absolument. Et ça se fait au niveau régional à chaque fois. Ça se fait au niveau régional. D'accord. C'est très important pour nous de garder les entités régionales. Vous savez, les CGP sont très proches de leurs clients. On dit souvent que les banques adressent mal les clients. Ce n'est pas tout à fait exact. Je crois que c'est quelque chose qui est un petit peu différent. Mais la proximité est vraiment très importante. Donc le côté régional joue à plein, oui. Et alors pourquoi ce choix plutôt qu'un modèle intégratif classique au sein du groupe Premium? Tout simplement pour préserver sans doute plus d'indépendance. Alors l'indépendance, c'est celle du conseil surtout, hein. Donc je ne dis pas que le modèle intégratif n'est pas un bon modèle, mais simplement nous avions envie effectivement de nous adresser à des entrepreneurs, puisque le groupe Premium est même lui-même constitué de fondateurs d'entrepreneurs. Bien sûr. C'est quelque chose d'assez prégnant dans le groupe, hein. Donc c'est vraiment un vrai choix, une vraie stratégie de développement. Et alors, quelles sont les ambitions que vous avez pour les prochains mois ou prochaines années? Alors, j'imagine faire grossir effectivement ces différents groupes régionaux, hein, ça, je me doute. Mais... Continuer de croître et puis continuer de développer notre proposition. À titre d'exemple, je pense que dès le mois de septembre, on sera en mesure de révéler un acteur digital majeur que nous avons choisi pour accompagner le développement, parce que ça passe aussi par là. D'accord. Pour libérer du temps et voir plus souvent ses clients, il faut être accompagné par des technologies qui suivent un peu les modèles aujourd'hui. Donc, un outil performant, une proposition de valeur, encore une fois, assez complète, ingénierie patrimoniale, financière, c'est dans le groupe Premium, on a de multiples compétences, une société de gestion d'actifs, on crée des produits structurés, on a une usine financière, donc tout ça vient au service aussi de nos partenaires CGP. Et alors, quand on a effectivement, dernière question, mais quand on a un modèle entrepreneurial comme celui-là, est-ce qu'il y a quand même un soutien administratif pour faire le lien avec l'inflation administrative dont vous nous parliez au début? Très important. C'est presque le point d'entrée aujourd'hui. L'inflation réglementaire guide les CGP parce que c'est vrai que se consacrer à ses clients, ça va avoir moins de temps avec cette inflation réglementaire. Donc nous, on a un écosystème bien sûr qui existe pour le groupe Premium et qu'on met à disposition de nos partenaires et de nos associés CGP. Merci Rachel de Valicourt de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes directrice générale du pôle Premium CGP. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.